c'était le début de l'arrivée de la technologie. Moi, mon credo, c'était de dire que les agences régionales étaient mortes, mais que les agences installées en région pouvaient avoir énormément d'avenir. J'ai eu vraiment le goût de l'entrepreneuriat. Et à un moment, ce goût s'est transformé en acte. J'ai passé pas mal d'années chez Havas. À Paris, je trouve que c'est une ville fantastique, mais je suis très profondément toulousain, amoureux du Stade Toulousain, tu as raison. 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Je suis super content. Je suis avec un super guest aujourd'hui qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Jérôme Doncieux. Bonjour. Bonjour, tu vas bien, Jérôme? Ouais, super, très bien. Nice. Jérôme, toi, tu te définis comme un entrepreneur 2.0, 3.0? Un entrepreneur, je pense que c'est ça vraiment le point. Alors, il s'avère qu'en termes d'activité, je suis dans le contenu, la technologie, dans l'audio, on va en reparler. Mhm. Mais fondamentalement, je me considère comme étant un entrepreneur. Et je trouve que c'est une notion très importante. Yes. Je vais te laisser en tout cas te présenter tout à l'heure. On va parler de plein de sujets, notamment la créateur économique, l'univers podcast, la permaculture. Les gens ils vont se demander mais qu'est-ce que ça a à voir avec, avec ce podcast? Et aussi, on va parler de build-up, si je peux me permettre le terme, de rachat d'entreprise. Tu es le fondateur de ETX. Tu vas me dire ce que c'est. Je te propose, si tu le veux bien, mon cher Jérôme, de te présenter succinctement. Volontiers. Merci en tout cas de ton invitation. Euh, donc, je m'appelle Jérôme Doncieux, j'ai 55 ans. Je suis né le 22 octobre 1966 à Toulouse. Très important. Je suis Gros fan de Stade de J'adore, Toulouse. j'adore vivre à Paris. Je trouve que c'est une ville fantastique. Mais je suis très profondément toulousain, amoureux du Stade Toulousain. Tu as raison. Et voilà. Donc, je suis un entrepreneur. Pour résumer, j'ai fait le début de ma carrière chez Havas. J'ai passé pas mal d'années chez Havas où j'ai eu la chance, par plein de concours de circonstances, de me retrouver à 26 ou 27 ans à la tête en fait d'une partie du groupe en France, les opérations en région. J'étais directeur délégué de RECG France à ce moment-là. Un moment à la fois très compliqué parce que le marché est en retournement, la division perdait beaucoup d'argent et avec le soutien d'Alain Kézac, avec, en tandem avec un financier formidable qui s'appelait Bertrand Deplace, et sur la base d'une vision qui Mhm. était que, à l'époque, c'était le début de l'arrivée de la technologie. Moi, mon credo, c'était de dire que les agences régionales étaient mortes, mais que les agences installées en région pouvaient avoir énormément d'avenir. Et on a redressé ça. Donc ça, c'est vraiment la première étape de ma vie professionnelle chez Havas, où j'ai appris beaucoup de choses. Et notamment, j'ai eu vraiment le goût de l'entrepreneuriat. Et à un moment, ce goût s'est transformé en acte, puisque quand mon frère Pierre, qui est journaliste, a commencé à me parler de son projet, il voulait, Pierre, c'est un journaliste spécialisé dans les loisirs. Et en 98, il voulait monter une agence de presse spécialisée sur les loisirs, ce qui était de sa part une excellente intuition. On a échangé. Euh, Moi, je lui disais, je trouvais qu'il fallait appeler ça Relax Press. Il appelait ça Relax News, ce qui était encore mieux. Et il a démarré en fait en 98 une entreprise en solo avec des très jolies références. Et puis on parlait souvent ensemble de Michael Bloomberg, qui était pour nous une sorte de référence. Et en 99, j'ai eu l'occasion de faire l'Institut Multimédia dans le cadre de Havas qui m'a financé ça. L'Institut Multimédia, c'est un cycle de conférences en France et aux États-Unis et à New York.
j'ai rencontré Michael Bloomberg. Ah ouais. Ouais. Et à l'époque, il était encore patron de sa boîte. Hein. Il était sur le terrain. Il était sur le terrain. On donne un peu de contexte aux gens, Bloomberg, Alors, parce que les gens ils sont plus familiers à la ouais, technologie que bien les, sûr, les bien sûr. traders utilisent. Donc Bloomberg, en fait, c'est un entrepreneur de génie qui a révolutionné l'information financière et en misant justement sur le contenu et la technologie. Il a vu la financiarisation du monde à partir des années 80 et il a considéré que chaque data pouvait devenir une information qui aurait beaucoup de valeur. Et comme il croyait à la technologie aussi, il a inventé un terminal, le fameux terminal Bloomberg, avec lequel, tu as raison, les traders du monde entier s'appuient dessus pour avoir en temps réel ou en temps très rapide accès à l'information. Bref, le gars a fait un succès absolument incroyable. Et avec mon frère Pierre, régulièrement, on se disait, mais il faudrait faire le Bloomberg des loisirs. Et on s'est lancé en 2000. Moi, j'ai quitté Havas où j'étais plutôt pas mal parti. J'étais un jeune manager avec peut-être du potentiel. Mais voilà, Havas m'a donné vraiment le goût de l'aventure, le goût de l'entrepreneuriat. Je suis d'ailleurs très reconnaissant par rapport à ça. Et je parlerai un peu plus tard de Maurice Lévy, mais j'ai eu la chance de croiser comme ça des gens très inspirants. Et on a levé des fonds en 2000. Le 1er septembre 2000, on était 3 avec donc mon frère Pierre, avec Laurent Boissel, un financier qui a quitté Havas aussi avec moi. Le timing. Voilà. Et on a monté donc Relax News, qui avait cette ambition de devenir un Bloomberg des loisirs, donc en combinant contenu et technologie. Et voilà, c'est une boîte que l'on a, dont je suis très fier, qu'on a introduit en bourse à Paris. Alors, c'était une petite introduction en 2011. Euronext. Ça s'appelait Alternext à l'époque. Ensuite, en 2015, on a été racheté par Publicis. Et la suite de l'aventure, c'est qu'en fait, début 2020, j'ai fait ce qu'on appelle un spin-off. En fait, je suis reparti de Publicis avec la société pour une raison très simple. C'est que depuis octobre 2018, enfin même un peu avant, depuis 2018, on s'est retrouvé au cœur d'un projet absolument incroyable entre Renault, Publicis et Relax News. Je m'arrête une seconde là-dessus parce que c'est fondamental. L'idée, c'est qu'à l'époque, Renault, et notamment Carlos Ghosn, François Dossat, Mouna Seperi, considéraient qu'il allait y avoir une révolution dans l'automobile avec le fait qu'historiquement, la valeur se crée à l'extérieur de la voiture et ils avaient l'intuition que la valeur allait shifter à l'intérieur du véhicule. Et donc ça, c'est un premier mouvement très important. Deuxième mouvement, c'était de passer du hardware au software. Et l'intuition, c'est de dire le contenu va être déterminant, et notamment le contenu audio, je vais y revenir, déterminant dans ce changement de paradigme absolu de l'industrie automobile. Et pour ça, fin janvier 2018, François Dossat chez Renault me dit il y a le mondial de l'auto au mois d'octobre 2018, il faut que tu nous aides, que Publicis nous aide à finalement conceptualiser l'intuition que nous avons chez Renault. Et il me met en contact avec un garçon exceptionnel qui s'appelle Franck Le Victor. Et ensemble, avec l'équipe de Publicis Sapient aussi, sur le mondial de l'auto, en octobre 2018, apparaît une capsule de quelques mètres sur le stand Renault. Ça s'appelle AEX, Augmented Editorial Experience. Et c'est finalement un proof of concept. C'est des vidéos, mais qui permettent de se projeter dans qu'est-ce que sera l'avenir de l'industrie automobile en mettant les contenus, à l'époque du groupe Challenge, au cœur de l'expérience à bord. Il y a un succès absolument incroyable. Il y a des centaines de milliers de personnes qui passent sur le stand Renault. Les études sont super bonnes. D'ailleurs, tous les concurrents viennent prendre des photos. Voilà. Le président de la République s'arrête sur le stand, voit le truc, visiblement, ça plaît. Bref, tout ça avance. Mai 2019, à Vivatech, c'est public, il y a un accord stratégique qui est conclu entre Renault, Publicis, pour faire que AEX, cette fameuse plateforme de contenu en situation de mobilité, soit vraiment lancée. Et donc, le but, c'est de faire ça. Ce qui est moins public, c'est qu'en fait, on a un accord qui vise à ce que d'ici la fin de l'année 2019, Renault prenne le contrôle de Relax News avec une très, très grande ambition derrière pour Renault. Et puis, on sait tous que la situation de Renault s'est dégradée à la fin de l'année 2019. Et donc, légitimement, ils ont décidé de geler le projet, ce qui était normal. C'était une déception, mais c'était normal. Et moi, je me suis dit, mais en fait,
ce que j'ai appelé cette révolution industrielle, le fait que le contenu au cœur de la voiture, et notamment le contenu audio, on va y revenir, était une opportunité absolument exceptionnelle et je ne pouvais pas la laisser passer. Et donc, je me suis dit que cette opportunité, il fallait redevenir un entrepreneur pour la saisir, prendre des risques incroyables, avoir l'agilité de l'entrepreneuriat. Et grâce aux dirigeants de Publicis, à la fois Maurice Lévy, Arthur Sadoun, Agathe Bousquet aussi, Gauthier Piquet. Bref, on a convenu qu'ils m'ont autorisé, laissé faire repartir, faire donc ce spin-off. Et donc, en janvier 2020, j'ai créé ETX, Editorial Transformative Experience, sur la base de Relax News. On s'est installé dans un immeuble super audio, super rock, qui est l'immeuble de Radio Nova, des Inrock, le groupe média de Mathieu Pigasse. Et on a commencé, on est redevenu une start-up, au fond. Est-ce que c'est une nouvelle boîte ou c'est un prolongement en fait, en termes juridiquement, c'est la même entreprise. En revanche, en termes de projet, moi, j'ai coutume de dire que nous sommes une PME. Une PME qui a 20 ans, mais en fait, une start-up qui a 2 ans. Et c'est ça le sujet. En fait, on est une start-up qui a 2 ans, puisque depuis janvier 2020, on a parcouru un chemin incroyable, puisque l'idée de TX, c'était de dire que l'audio allait absolument transformer l'expérience utilisateur de l'industrie automobile, je l'ai dit, mais en fait, grâce aux voix de synthèse, et on va, j'imagine, en parler, moi, je considère que la révolution de l'audio, et on parle, vous savez, tu sais, on parle beaucoup du voice first, hein, c'est probablement la 3e très, très grande vague de l'Internet. Cette voice first, c'est comme un iceberg. La partie visible de l'iceberg, ce sont les podcasts, parce que c'est glamour, c'est de super qualité. La partie invisible, c'est le fait que grâce à la technologie, et c'est très, très récent, on peut transformer en 100 langues et accents des contenus textes en audio. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette révolution industrielle, elle est désormais absolument possible. D'ailleurs, elle est très encouragée par le Covid. Tu as 3 facteurs pour développer un très gros business. 1, il faut que sociétalement, les conditions soient réunies. Et là, le terrain est extraordinairement favorable dans le monde entier à l'audio, parce qu'il y a une fatigue digitale partout, parce qu'avec la Covid, ça a amplifié le triomphe du télétravail, du multitasking et des nouvelles mobilités. Donc, ça veut dire que sociétalement, la condition est vraiment très, très réunie, très puissante pour qu'il se passe quelque chose. Deuxièmement, technologiquement, par rapport à mon image de l'iceberg, des producteurs de podcasts de très grande qualité, il y en a plein. On va revenir sur l'aventure Magellan. Mais parallèlement, la technologie dite text-to-speech, qui permet de transformer des contenus texte en audio, s'est améliorée de façon incroyable depuis quelques mois. Nous, on considère que c'est depuis août 2020 que la qualité des voix de synthèse est passée de la qualité servicielle, qui était son cas depuis 30 ans, à une qualité informationnelle. Ça veut dire quoi? Très concrètement, aujourd'hui, si tu veux écouter le Figaro, qui est le quotidien leader en France, en fait, tu vas sur le site et tu peux écouter le Figaro. Si tu veux avoir les informations de la Tribune, qui est un média d'information très innovant en matière d'économie, tu vas dessus et tu peux écouter la Tribune. Donc, que tu sois en train de faire ton jogging, tu sois dans ta voiture, tu sois dans les transports en commun, en train de marcher. Voilà. Et donc, sociétalement, les conditions sont réunies. Technologiquement, le fait de pouvoir massivement et ultra qualitativement transformer des contenus texte en audio, ça change tout. Et quand tu as le sociétal et que tu as la technologie, businessment parlant, pour donner un chiffre, on considère que à l'horizon 2030, le marché de l'expérience à bord dans l'industrie automobile, c'est 40 milliards. 40 milliards d'euros. Et on considère que probablement au même horizon, ce marché de l'audio-augmentation, qui peut concerner les médias, j'en ai parlé, mais des institutions, des entreprises, le secteur de la santé par exemple, c'est 20 milliards. Donc si tu veux, tu as un mouvement extraordinairement important. Donc Relax News, ETX, et puis là, on a décidé d'accélérer à fond dans ce domaine-là. Première étape, au CES 2021, on a lancé une plateforme qui s'appelle ETX Revolusound,
qui a été repéré par le Jacobs Media Tour, qui, au CES, depuis 30 ans, sélectionne les meilleures innovations, enfin, ce que eux considèrent comme les meilleures innovations digitales mondiales. On a eu la chance, un peu le bol, je vais te dire, d'être sélectionné parmi les meilleures innovations mondiales avec cette plateforme qui transforme des contenus texte en audio de façon extrêmement qualitative. Nous, on a l'ambition d'être la solution la plus premium, la plus qualitative dans ce domaine-là. Et puis après, on s'est dit, par rapport à l'histoire de l'iceberg dont je te parlais, on s'est dit, mais finalement, si on veut devenir le champion européen de l'audio-mobilité dans les 3 ans qui viennent, il fallait accélérer à fond. Et pour accélérer à fond, c'est comme toujours, il faut 3 choses. Il faut avoir une vision très claire du projet. Je crois qu'on l'a. Il faut être bien entouré. Et on a la chance d'être très bien entouré, puisque dans notre conseil d'administration, on a des gens comme Benoît Habert de chez Habert Dassault Finance. On a Luc Châtel, l'ancien ministre. On a Mathieu Pigasse, à la fois le grand banquier d'affaires et grand entrepreneur dans les médias. Isabelle Schoumerger de chez Deco. Béatrice de Clermont-Tonnerre, qui est une ancienne de chez Google et de chez Lagardère. Et il y en a d'autres, Sébastien Danet, etc. Donc, on est extrêmement bien entouré. Et puis, moi, j'ai le goût, je suis assez audacieux. Et donc, quand tu vois une opportunité, il faut accélérer à fond. Et c'est donc pour ça qu'on a décidé, on a eu l'opportunité fantastique de s'allier avec Magellan, de faire l'acquisition de Magellan. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut devenir le champion de l'audio en mobilité. Pour ça, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, il faut combiner à la fois de la technologie, évidemment, il y en a beaucoup chez Magellan, beaucoup chez ETX. Il faut avoir les meilleurs contenus, à la fois podcast et audio augmenté, et puis une super équipe. Bah, finalement, cette alliance avec Magellan, qui était là une première étape de notre grande ambition, c'est la convergence d'une stratégie, d'une technologie, de talent, d'équipe. Et puis au passage, il y a des investisseurs importants comme Euraseo, comme BPI France, qui ont rejoint nos actionnaires, qui historiquement sont à côté de moi, donc Habert Dassault Finance, Publicis, et l'équipe, et on reviendra sur notre équipe, mais sur la permaculture, j'ai donné 12,5% du capital à l'équipe, 1% à la Fondation EPIC, parce que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup que mieux on mélange, mieux ça pousse. Mais ça sera l'occasion. Donc voilà, donc si tu veux, pour résumer, j'ai démarré chez Havas. Je suis devenu entrepreneur avec mon frère Pierre. On a fait Relax News, donc IPO, vente à Publicis. Et puis j'ai fait le spin-off de Publicis. J'ai donc créé ETX Studio. Et là maintenant, bah, c'est l'opération Magellan. Donc là, on arrive dans l'étape ETX Magellan. Et pour résumer, nous, on est convaincus que pour être très fort dans ce business-là, il faut être très bon sur la production, je crois que c'est le cas, très bon sur la diffusion, c'est le cas, et la monétisation. Donc là, on a des accords stratégiques sur la monétisation. Et on a vraiment l'intuition et l'ambition qu'une société européenne, en l'occurrence française, peut prendre une position forte sur ce marché de la réinvention de l'expérience à bord de la mobilité, pour une raison très simple. Les Français, historiquement, ont été très, très bons dans l'histoire de l'industrie automobile. Et moi, je crois beaucoup aux ADN, à la fois personnels, collectifs. Et voilà, donc c'est tout le but de cette aventure. Ah, ça fait beaucoup d'informations. Je n'ai pas voulu te couper là. Et là, on a une vision panoramique de ton parcours. Mais je propose quand même qu'on revienne un peu derrière, qu'on revienne au niveau de Toulouse. Ouais. Tu es né à Toulouse, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'a conduit jusqu'à justement rejoindre Havas? Tu as fait quoi comme études avant? Alors, donc je suis toulousain. J'ai fait le début de mes études. J'ai fait mes études à Toulouse. Après, j'ai fait une prépa école de commerce. Je suis parti à Paris faire l'ISG, donc l'Institut supérieur de gestion. Mhm. Et là, il m'est arrivé un premier truc génial. Il y avait un journal qui s'appelait Forum Gestion. Et l'ISG, c'est une école qui a une vertu majeure, c'est donner le goût d'entreprendre. Vraiment, c'était un truc incroyable à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'imagine que oui, en tout cas, j'espère.
mais c'était vraiment c'est une école moyenne en termes de classement, hein, pour être clair, mais avec un goût très prononcé pour l'entrepreneuriat et par ailleurs une grande ouverture internationale. Et il y avait beaucoup d'associations et moi, j'ai, avec, un de mes camarades qui s'appelle Henri Balladur, que je salue, on a tous les 2. Il y a un lien avec le ministre? Bon oui, peu importe, Oui. mais peu importe, mais c'est voilà, surtout que c'est un garçon remarquable et avec Henri, en fait, on a pris la responsabilité associative de Forum Gestion Mmh. et on voilà, on a développé un mini, groupe de presse, à l'intérieur de l'école avec, des newsletters, avec pas mal de choses, je crois que c'était pas mal et puis, Ah ouais, on est en quelle année là? Avec les newsletters, c'est ouais, non, mais des newsletters, au début, c'est des trucs papier, genre à l'époque, c'était ah du d'accord. papier, tu vois? Mais avec différentes choses thématisées, je crois que c'était pas mal Mmh mh. et puis, bah, comme toujours dans ces cas-là, tu dois faire un rapport de stage et plutôt que de faire un rapport de stage sur ce qu'on avait fait, dans Forum Gestion, Mmh. on a proposé à la direction de l'école de, faire une recommandation sur la campagne de communication, de l'ISG et donc le rapport de stage, ça a été ça. On a En fait, on a fait un truc de fou. On a vendu in fine, la campagne à l'école. Donc en fait, notre rapport de stage est devenu Un projet, une vraie campagne de publicité. Au passage, moi, j'avais pas un rond. Ça m'a permis de pas payer ma dernière année, donc c'était cool ah ouais. et puis on a fait cette campagne. On a fait travailler un grand photographe, je crois de chez Sigma. Le concept, c'était, ISG, la rencontre des talents et on avait décliné cette notion de talent. Je crois que c'était pas mal. Je crois que la campagne était assez peu utilisée, mais pour moi, c'était quand même une fierté et je me suis dit: «Tiens», moi, j'étais passionné à la fois par le journalisme, par l'information et par la communication. Donc j'étais vraiment, j'hésitais entre ça. Familialement, il y a pas mal de goût pour le sujet de l'information, et avec ma campagne sous le bras, j'ai envoyé un mail, enfin ou une lettre, non, à l'époque, une lettre à, un monsieur très important pour moi qui s'appelle, Alain Simon, qui était l'un des dirigeants d'Havas. Havas, côté, communication et hasard de l'histoire, il était toulousain. Il me reçoit, je me souviens, avenue Charles de Gaulle, au siège d'Havas à l'époque. Il me reçoit, j'arrive avec ma campagne sous le bras. Je lui dis: «Écoutez, j'y connais rien. Voilà ce que j'ai fait et j'aimerais faire mon service militaire, en VSNE, donc en service civil, dans une agence, de publicité». Bon, j'étais à la fois naïf et audacieux. Je crois que ça l'a fait marrer, en Ça fait. permettait en fait de pas aller, En fait, sur le terrain? tu faisais un service, militaire plus long, mais au lieu de le faire, avec en tenue militaire, tu le faisais avec un attache case, Ah. dans une entreprise Ah ouais, ça c'était et malin, hein. voilà et bah, d'ailleurs la France, c'est un système, vachement bien. Je vais te raconter d'ailleurs, il y a eu un article la presse, marketing anglaise assez drôle où ils sont un peu foutus de ma gueule, mais je vais te raconter. Et bref, donc Alain Simon m'a donné ma chance. Il m'a dit: «Écoute, pour, mériter de qu'on t'envoie quelque part, dans le monde faire ton service militaire, ben, il faut que tu nous prouves que tu es bon». Et donc j'ai démarré, chez HDM, Havas Dentsu-Marsteller à Toulouse et voilà, je crois que ça s'est bien passé, j'ai Mmh. adoré et ils m'ont envoyé à Londres faire, mon service militaire, chez Havas. Donc c'était, extraordinaire d'être à Londres pour faire son service militaire dans une agence magnifique, au cœur de Londres. Petit détail, quand je suis arrivé, objectivement, mon niveau d'anglais était pourri. C'était vraiment très, très mauvais. Donc au bout de 15 jours, ils m'ont dit, «Bon, on nous dit à Paris que tu es bon, mais ce serait bien que tu parles mieux, quoi». C'est pas très valorisant ça. Ah non, j'ai raté mon début, j'ai vraiment raté mon début et donc j'ai repris des cours intensifs et tout pendant 8 jours et ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance et alors là, pour le coup, au fur et à mesure, ça s'est bien passé et c'est l'époque où on est en 92 où, la crise économique, une première récession arrive en Europe. Évidemment, elle touche l'Europe, par l'Angleterre et là, j'ai vu, heu, que les crises, c'était à la fois, risque et opportunité. Risque parce que ça secouait à fond, toute l'économie anglaise était très, très secouée. Havas souffrait comme tout le monde et d'ailleurs anecdote, le vendredi, il y avait des je comprenais pas pourquoi il y avait des bouquets de fleurs, à l'entrée de l'agence et en fait, j'ai compris, Les gens se suicident en fait. pas du tout, le vendredi, ils licenciaient
et les femmes partaient, les femmes licenciées partaient avec un bouquet de fleurs. Ça, c'est un peu toute l'Angleterre, tu vois, c'est le paradoxe. Mais bon, donc c'était très dur, très, très dur. Mais en même temps, moi, j'ai je faisais mon service militaire, j'étais pas très cher, j'étais payé par la France et ils m'ont donné ma chance. Et donc, en fait, notamment sur le budget Orangina Europe, j'ai commencé à travailler. Et là, mon niveau d'anglais s'était un peu amélioré. Mhm. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé et voilà, j'ai bien progressé. Et après, mon service militaire s'est terminé. Je suis revenu à Paris, une sorte de directeur de cabinet d'Alain Simon. J'ai appris énormément de choses avec lui, avec toutes les personnes qui étaient dans l'équipe. Et puis, quelques années après, il y a eu une restructuration, bon bref. Et j'ai pris à 26 ou 27 ans, j'ai pris le management de cette division. Euh, voilà, un moment assez compliqué, Mhm. j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Et puis, voilà, donc ça, c'est mes débuts chez Havas. Et j'ai adoré d'ailleurs cette culture d'entreprise qui était très, Qu'est-ce qu'on très. apprend parce que c'est quand même la crème de la crème, en tout cas pour les gens qui sont dans l'écosystème de la publicité, les grands acteurs qu'on va te citer généralement, c'est du Havas, c'est du Publicis. Pas juste en France, hein, c'est mondial. Ah bah, c'est deux références. Genre, la Euh, France a la chance d'avoir deux groupes mondiaux euh, partis de France. c'est partout, même Donc, en Afrique, tu as ils ont ouais, des gros buildings comme ça. ouais, Et mais puis puis, la France, là-dessus, un pays étonnant parce que tu regardes les banques, on a des très grandes banques. BNP Paribas est un acteur Société Générale. majeur, Société Générale aussi. L'industrie automobile. Stellantis et Renault, ces deux acteurs majeurs au niveau mondial, ils sont français. Mhm. Donc voilà, mais effectivement, dans la communication. Donc moi, ce que j'ai appris, en fait, paradoxalement, je ne me définis pas du tout comme un publicitaire. Je me définis à la base comme un manager et comme un entrepreneur, puisqu'en fait, j'ai travaillé sur très peu de campagnes, un peu à Toulouse, un peu à Londres. Et après, en fait, le hasard de l'histoire fait qu'on m'a mis en position de management, malgré mon jeune âge, et j'avais la responsabilité de faire marcher un réseau d'agences, hein. Il y avait 500 personnes, donc Ah c'était un ouais. gros truc, avec des patrons dans chaque ville. J'ai un souvenir notamment j'ai deux exemples en tête, mais Jean-Marc Requien, qui était le patron d'Avas à Lyon, était un seigneur. Jacques Delanoë, qui est maintenant le président du club de foot de Rennes, pareil, était un type incroyable. Et donc, moi, j'étais jeune, ils étaient plus âgés que moi, et en même temps, je représentais le groupe. Et donc, je me suis aperçu que bah, tu peux pas avoir un argument d'autorité quand tu es jeune comme ça. Donc, Ouais. j'ai essayé de m'imposer par euh, ma capacité à apporter des idées sur le plan stratégique, à être inlassablement au soutien du business, des managers. Et avec Bertrand Deplace et tout le monde, voilà, on a C'est réussi. quoi? C'est plus de la négociation. Comment est-ce Non, que. c'est plutôt que moi, je pense que moi, je crois au leadership circulaire, au fond. Je crois à l'effet d'entraînement. Je crois pas du tout à l'autoritarisme. Et voilà. Donc, je crois que tu réussis si tu es inspirant, si tu es entraînant. Et pour être inspirant et entraînant, il faut que tu aies des intuitions qui soient bonnes. Ça, c'est la base. Mhm. Et deuxièmement, il faut mouiller le maillot. Euh, L'intuition, ça, c'est un truc qui se travaille, c'est inné. alors, moi, je suis fondamentalement intuitif. Fondamentalement intuitif. Et je crois que euh, c'est un trait commun, d'ailleurs, des entrepreneurs et des leaders politiques. C'est l'intuition. C'est-à-dire qu'à un moment, pour sentir si je reviens sur l'audio, c'est la révolution industrielle dont je parle. Voilà, moi, quand on a vendu à Publicis, je suis allé beaucoup aux États-Unis. J'ai commencé à voir beaucoup de choses autour de l'audio de synthèse. Donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose autour de ça. Et un bon entrepreneur, c'est une bonne éponge, hein. Je veux dire, c'est Mhm. ça le principe. Et oui, moi, tu as des gens plus ou moins intuitifs. Bon, moi, je suis très intuitif et je crois, alors là, c'est à discuter évidemment, mais je crois que les locomotives politiques, économiques, culturelles, sont des locomotives intuitives. Ça me paraît. Genre, l'intuition, c'est quand même la base de tout quand tu veux défricher quelque chose de nouveau. Après, attention, l'intuition ne suffit pas, hein. Je veux dire, je crois que c'est Napoléon qui disait que la guerre est un art simple et tout l'exécution. Donc, l'intuition, c'est ce qui fait que tu pars
dans la bonne ou la mauvaise direction. Donc, on va dire, comment dirais-je, c'est la condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Donc, au fond, 10% d'intuition, 90% d'exécution. Mais si tu es un bon exécutant sans intuition, si tu es sur quelque chose qui roule déjà, aucun problème. Mais par contre, si tu veux défricher un sujet nouveau, il faut beaucoup d'intuition. Donc, il faut en avoir. Il faut savoir lire cette intuition, faire confiance à ton intuition. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et par rapport à ceux qui nous écoutent, euh, vous allez découvrir progressivement que vous avez des intuitions. Moi, je m'en suis aperçu parce que j'avais des idées. Et puis, je ne croyais pas sur moi, je n'osais pas. Et puis après, je me dis, tiens, c'est marrant. Il y a quelques temps, j'ai eu cette idée. Et puis, il se passe ça. Des trucs plus ou moins importants, tu vois. Mhm. Mais donc, en fait, tu vas t'apercevoir progressivement que tu as de l'intuition. C'est la première chose, c'est la conscientisation de ton intuition. Le deuxième niveau, c'est savoir faire confiance à ton intuition. Et puis le troisième niveau, c'est en faire des succès. Et voilà, moi, je mets vraiment le message là-dessus, c'est l'intuition, c'est majeur, ça se cultive, enfin, ça se repère, ça se cultive, et après, il faut la faire réussir, et notamment en s'entourant avec des gens, par exemple, qui sont pas forcément aussi intuitifs, qui sont par contre, qui vont challenger les Mhm. intuitions et qui vont t'aider après à transformer une intuition en succès. Et si tu regardes plein à la fois des grands explorateurs, des grands innovateurs ou des grands leaders politiques, je crois vraiment que l'intuition, c'est le point commun, mais ça suffit pas. Après, il faut du courage, il faut de la persévérance, parce que c'est ça la qualité numéro un du leader, à mon avis, c'est le courage et la persévérance. Yes. Est-ce que on peut parler rapidement de la levée de fonds là, avant le 11 septembre? Comment? T'es- Bah, en fait, nous, quand on a fait cette levée de fonds, en fait, on l'a fait en juin ou juillet 2000. Alors, c'était un moment, c'est intéressant d'ailleurs, où à la fois, Avant il y a, l'explosion de la bulle en Internet. fait, la bulle avait déjà un peu explosé au mois d'avril. Donc, déjà, ça avait commencé à baisser. Mhm. On est quand même passé au mois d'avril, mais ce qui est rigolo, c'est que un an après, on présente un projet à l'un de nos investisseurs, un banquier en l'occurrence, un projet super ambitieux. Et, euh, et c'est là aussi, d'ailleurs, l'entrepreneuriat. Le jour où on présente ça, il nous dit c'est formidable, il faut lever beaucoup d'argent, on va vous amener en bourse. Et puis 3 mois après, ça pétait dans tous les sens. Et les mêmes nous disaient, oulala, il faut restructurer, etc. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. Et il faut être extraordinairement mobile. Et nous, d'ailleurs, il nous est arrivé un truc incroyable, c'est qu'à un moment, il restait plus beaucoup de cash dans la boîte. C'était dans les années 2000. Et on gagne un appel à projet de l'État sur une innovation. Et puis, on nous dit, bah, c'est formidable, vous avez gagné, mais finalement, il n'y aura pas de financement. Bon, on est 15 personnes à l'époque. Et chez Relax News, on s'est dit, bon, on va pas y arriver. Donc, on commence à prévoir des licenciements. Et puis, on demande à l'équipe de rester là. Pendant l'été, on gagne un business. Et en septembre de cette année-là, Nicolas Sarkozy est ministre de l'économie. Et il vient faire une visite chez nous sur le thème de l'entrepreneuriat. Et il redébloque les fameux fonds qui étaient bloqués, Ah, euh, en disant, ben, si l'État lance un appel à projet et que vous le gagnez, ben, c'est pas possible de vous couper les pattes. Et quand il est venu visiter l'entreprise, il y a une partie des collaborateurs qui étaient encore théoriquement en phase de licenciement. On leur avait demandé de s'accrocher, de faire leur préavis, et on a gardé tout le monde. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est que tant qu'il y a du souffle, il y a de la vie. Et ça, c'est absolument fondamental. Et en même temps, bah, il faut s'accrocher, mais aussi, il faut se challenger en se disant, mais est-ce que l'idée est bonne? Qu'est-ce qui fait que ça va pas suffisamment bien, pas suffisamment vite? Et voilà, tout ça, c'est ça l'aventure entrepreneuriale. yes. Concernant l'IPO, est-ce que à l'époque c'était quelque chose de, c'était une logique quoi, une suite logique? Parce que Alors, d'abord, il faut être vraiment modeste, hein. C'était une petite IPO, ouais. au sens où Pourquoi vous l'avez fait? Qu'est-ce on, que ça vous on- apportait? on l'a fait pour trois raisons. La première, c'est qu'on a besoin d'argent. On va être clair. On avait besoin de lever des fonds.
La deuxième, c'est qu'on pensait que ça serait un très bon accélérateur en termes de crédibilité business. Et troisièmement, on pensait aussi que pour les talents, c'était bien. Mhm. Et comme par ailleurs, on était assez processé en termes de reporting économique, etc. Bon, toi, c'était pas spécialement lourd après en termes de contraintes. Donc, on l'a fait à un moment de dingue, puisque je ne sais pas si tu te souviens, mais nous, on a introduit en décembre 2011. Or, depuis 6 mois, il y avait une crise énorme. Les marchés boursiers s'étaient écroulés. Et d'ailleurs, notre petite campagne de pub très modeste, Mhm. c'était crise ou pas crise, la bourse sera relax. Donc, tu vois, on a essayé de faire du judo avec ce contexte qui était épouvantable. Et je vais te dire, on a réussi de façon très, 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 très juste cette opération grâce à, à nos proches, à la fois à Berdasso Finance, je l'ai dit, notre frère Marc, Bertrand Pulès, voilà, quelques personnes qui nous ont vraiment aidés, Pierre Comte aussi, voilà, qui nous ont réussi à faire ça. Donc, l'IPO, c'était intéressant. Donc, c'était une petite IPO. Deux, on était heureux de l'avoir réussi, mais vraiment, on est passé de justesse. Mais je pense que ça nous a crédibilisés. Et quand, 4 ans après, Publicis nous a rachetés, au fond, c'était la preuve qu'on avait eu raison de faire cette IPO. Voilà. Yes. Euh, et qu'est-ce qui se passe après un IPO? Parce que ça devient quand même les montagnes russes. Tu es obligé de déclarer tout. T'as plus, est-ce, comment est-ce que ça se passe après? Alors, les montagnes russes, c'est marrant que tu dis ça parce que le soir où on a sonné la cloche, donc où officiellement on était introduit en bourse, euh, je crois que c'était le 16 ou 17 décembre 2011. Moi, j'avais dit, attention, ce soir, le vendredi soir, je pars en vacances en Australie. Et j'étais absolument crevé, donc je pars en vacances en famille. Et le mardi, je vois que mon téléphone sonne dans tous les sens. Et on perdait, je ne sais plus, 20 ou 30%, ou 30% en bourse. Donc un bordel sans nom, alors qu'il y avait très 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 peu de mouvements. Mais comme on avait un flottant, c'est-à-dire des actions vendables Mhm. en très très petite quantité, si tu en achetais un peu, ça faisait monter vachement le cours. Si tu en vendais un peu, ça faisait écrouler le cours. Mhm. Donc ça a été mon bizutage. Et en fait, tu apprends à arrêter de regarder le cours de bourse. En fait, c'est ça le truc, et d'essayer d'être concentré sur le business, sur le fait d'avoir à délivrer le mieux possible ta feuille de route. Voilà, et donc ça a été un apprentissage vraiment intéressant là-dessus en termes de, comment dirais-je, de recul par rapport aux montagnes russes au quotidien dont tu parlais, parce que si tu rentres là-dedans, tu es mort. Parce que si tu es obsédé par l'évolution quotidienne du cours, tu es mort. Et je répète, hein, c'était une toute petite opération. Hein, voilà, on parle de 3 millions ou 3 millions et de levée, une boîte dont la valorisation était de 15 millions. Ah, c'est tout sauf Google, tu vois. Mais donc, ce qui est vraiment important, émotionnellement, c'est d'essayer de prendre de la distance, d'essayer d'être concentré sur le business et par contre d'utiliser le fait d'être en bourse comme un facteur de De crédibilité. Et confiance. je te raconte juste une anecdote. Ça m'a beaucoup frappé sur le rapport des Français avec l'argent. Au passage, j'ai pas vendu une action, donc j'ai pas du tout gagné d'argent. Mais tu as quand même le mythe d'être de l'introduction en bourse. Ouais. Et un de mes copains que j'adore. Ouais, mais c'est stylé quand même. Ouais, J'ai ouais, introduit ouais, une boîte ouais, en bourse. c'était stylé. Je suis très fier d'avoir fait, hein. C'était super. Et un de mes copains, un de mes amis d'enfance, me dit Jérôme, maintenant il faut que tu sois encore plus aimable. Parce que les gens vont penser sinon que parce que tu es coté en bourse, tu as pris les grosses têtes. Et c'est mon ami Baudouin de la Forcade, mon ami d'enfance, qui m'avait dit ça, et ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. euh, euh, Pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de perception? Et en tout cas, ça m'a. Je crois pas être particulièrement arrogant. En tout cas, j'essaie de ne pas l'être.
Et là, je trouvais qu'il n'y avait pas du tout de raison de l'être parce que moi, je savais à quel point l'IPO avait été super dur à Ouais. réussir C'est complexe avec parce que Pierre et Nadège Andris. les gens, ils voient à la fin le résultat, mais ils regardent pas tout ce que tu fais Ouais, derrière. mais c'est normal. Et puis ça, c'est des trucs en coulisses. Puis tu te partages pas en plus, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ça m'avait frappé. Donc, pour résumer, l'IPO, c'était un accélérateur et le rachat par Publicis a prouvé qu'on avait eu absolument raison. Deux, c'est une épreuve d'humilité absolue Mm, mm. voilà, il faut essayer de prendre de la distance. Et ouais, sur le coup, c'est beaucoup de boulot. Après, ça va parce que le reporting était assez régulier. Par contre, ça t'encourage à régulièrement communiquer. Dès que tu as l'occasion, Transparence. ouais, la transparence, mais aussi le marketing. Il faut montrer que dès que tu fais une avancée, il faut bien la vendre. Donc c'est super important. Et in fine, voilà, ça n'a pas été facile tous les jours, mais je garde un très très bon souvenir de cette IPO. Et je te dis, le rachat par Publicis fait que on a eu, pour moi, ça prouvait qu'on avait eu raison. Yes. Qu'est-ce qui se passe après le rachat? Est-ce que vous êtes obligé de rester, vous êtes bloqué dans la boîte pendant un certain temps ou vous pouvez Ouais. partir de suite sur un Non, autre? non, non. Alors, en fait, on était doublement loqué, loqué juridiquement, ce qui est normal. Hein, je veux dire, ça, c'est vraiment un grand classique. Et puis, par ailleurs, nous, on avait vendu une partie de nos actions. Et Ah, c'est toujours dans. donc ça, c'est un grand classique aussi, en fait. Hein. Mhm. Tu as un deal qui fait que tu as intérêt à ce que le business se développe pour que tes Et argents. ils te mettent pas de pression, mais tu as intérêt à développer le truc parce que si ça prend une certaine valeur, bah, tu gagnes Bah, en aussi, quoi. fait, tout le monde a la pression. Enfin, tu te mets toi-même la pression. Ouais, Ils n'ont pas besoin de te mettre tu les faux fesses, quoi. as intérêt à ce que t'as intérêt à ce que ça marche. Et voilà, après rentrer dans un groupe, c'est pas facile. Moi, ce que j'ai adoré chez Publicis, c'est là aussi l'état d'esprit entrepreneurial. Cet état Mhm. d'esprit entrepreneurial, à la fois, bah, c'est Marcel Bleuchten-Blanchet, le fondateur de Publicis, qui l'a instauré. Et il a une devise qui était Climb Higher. Donc toujours viser plus haut, escalader plus haut. Et ça, Maurice Lévy, qui était son successeur emblématique, avant de passer le témoin à Arthur Sadoun, bah, Maurice Lévy a fait ça de façon incroyable, parce que quand donc Marcel est le fondateur de Publicis, qui est une agence au début assez franco-française, même si je crois qu'ils ont eu assez vite l'intuition de l'internationalisation. Donc voilà, et c'est Maurice Lévy qui vraiment a fait de Publicis un groupe quand même incroyable au niveau mondial. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu vas à Chicago, tu as une tour Léo Burnett. Léo Burnett, c'est Publicis. Saatchi, qui est l'une des plus belles marques de pub au monde, c'est Publicis. Bon, bref, voilà. Donc, sans parler évidemment de l'immeuble des Champs-Élysées. Donc Maurice Lévy a fait un truc incroyable. Et moi, alors, je veux dire, je comment dirais-je, j'ai eu la chance, voilà, de rencontrer Maurice Lévy, qui est un leader incroyablement inspirant, qui a cru en nous. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Lui, il croyait, euh, c'est cette conviction commune, que le mix contenu-technologie pouvait être transformant pour les entreprises. Et je vais être très franc, au début, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que on est arrivé chez Publicis. En plus, Sébastien Danet, qui a piloté l'opération de rachat à l'époque, il présidait Publicis Média, est parti au bout de quelques mois. Donc voilà, donc c'était, même si après l'équipe qui le succédait, notamment Gauthier Piquet, a tout fait pour qu'on s'intègre bien. Objectivement, je sais pas, 2 ou 3 premières années, ça a été compliqué parce qu'on n'arrivait pas à bien trouver notre place. Voilà, Avec le c'était. recul, tu penses que c'est quoi? C'est la politique des grands groupes? Non, je crois que c'est 3 choses. Un, je pense que notre produit à nous n'était pas assez clair. Voilà, je te le dis franchement, je pense que notre produit n'était pas assez clair. Deuxièmement, je pense qu'il y avait un gap culturel assez important et que ça prend du temps de couvrir ce gap-là. Et puis troisièmement, il y avait un contexte dont j'ai parlé, tu vois, d'évolution managériale Ouais. chez Publicis, qui fait que on n'était pas la priorité, je comprends bien. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand, en l'occurrence, j'ai initié le projet avec Renault, là, c'était vraiment la démonstration
de la raison d'être du rachat de Relax News par Publicis. Mhm. Mettre le contenu et la technologie au cœur de la transformation d'un très grand client. Donc, moi, je suis heureux parce que finalement, on a fait la démonstration stratégique et businessment un peu avec AEX du sens absolu de cette opération. Après, malheureusement, l'opération a été gelée, le rachat de Relax News par Renault a été gelé. Donc, c'est à la fois un problème, mais une chance, puisqu'aujourd'hui, je suis à la tête de TX et Publicis étant toujours notre actionnaire, Mhm. je pense qu'in fine, ils feront on sera un très bon investissement pour eux et tant mieux. Yes. On va revenir sur le rachat de Magellan. Mais pour faire la transition, je voulais qu'on essaie de rentrer un peu sur l'audio. Tu as parlé de le contenu de l'audio qui est hyper déterminant dans le business de l'automobile. Et j'imagine que ça doit être quand même l'un des principaux facteurs qui t'a amené à davantage creuser le sujet. Euh, Alors, au fond, pourquoi l'audio et pourquoi l'auto? Tu vois, c'est un peu ouais. les deux questions. Pourquoi l'audio? Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, la, la, le voice first, c'est la prochaine très très grande vague Mhm. d'explosion de l'Internet parce que le fameux search va être de plus en plus audio. Et voilà, donc ça, on va dire, le contexte de l'audio, il était là. Et je redis une chose qui me paraît très importante. Je crois profondément à cette combinaison du podcast, donc des contenus produits humainement de très grande qualité, et aussi ce que j'appelle l'audio-augmentation. Tu transformes des contenus texte en audio avec une qualité absolument incroyable. Et moi, je parle de révolution industrielle à cause de ça. C'est vraiment cette combinaison du podcast, des voix de synthèse qui vont révolutionner l'expérience utilisateur, mais dans plein de domaines. Le média, je l'ai dit tout à l'heure, mais si tu prends l'exemple des institutions, le Sénat a décidé de devenir l'une des premières institutions massivement audio augmentées au monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il y ait un nombre croissant de personnes qui puissent suivre les travaux du Sénat et au lieu d'aller lire un certain nombre de contenus, tu vas les écouter. Et ça va être vrai pour les entreprises. Si tu prends l'exemple de la santé, les contenus en matière de santé, c'est super important, à la fois les publications scientifiques, mais si ça se trouve, moi j'ai l'intuition que les notices des médicaments que personne ne lit, bah, la synthèse, tu vas pouvoir l'écouter. Ah, c'est Si, intéressant. si dans quelques mois, tu vas, par exemple, au printemps, à mon avis, tu pourras écouter les étiquettes. Bref, donc si tu veux, je pense que cette révolution, elle va être déterminante dans les 10 prochaines années dans la révolution des usages. Donc ça, on va dire, c'est le phénomène général. Pour répondre à ta question, pourquoi l'automobile? J'ai dit tout à l'heure, l'automobile, historiquement, t'achetais une voiture parce que pour son moteur, sa carrosserie, la marque. Sauf que le contexte a énormément changé. Limitation de vitesse, tu as quand même une forme de scepticisme, voire d'opposition sociétale de plus en plus importante. Les jeunes ne veulent plus passer leur permis. Donc, même si la beauté de la voiture est toujours important, ce critère-là est moins important. Je te donne deux chiffres. Est-ce que tu sais que l'on passe, un particulier, il passe 5 ans de sa vie dans une voiture. 5 ans. Ah ouais. Un professionnel, on estime qu'il passe 15 ans de sa vie dans une voiture. Et aujourd'hui, grosso modo, tu fais pas énormément de choses dans ta voiture. Tu peux écouter passivement la radio, tu peux passer quelques coups de fil, bon. Mais l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est faire de chaque trajet l'opportunité pour soit travailler, soit te cultiver, soit te divertir. Et ça, c'est révolutionnaire. Et c'est rendu possible. Pourquoi? Ben, par la technologie. D'abord parce que la 5G fait que l'accès à l'information en permanence dans ta voiture, tout ce qui est connectivité, va marcher. Et deuxièmement, le fait que nous, avec Magellan, on parle de l'autoradio du futur. On pense en fait que l'avenir, c'est ça, c'est de repenser totalement un objet que tout le monde connaît, c'est la radio dans sa voiture. Très Mhm. bien, c'est formidable. Et moi, j'adore écouter la radio en voiture, mais finalement, c'est passif et c'est pas personnalisé. Et là, l'idée, ce qui va se passer, c'est que le futur, c'est d'offrir une expérience qui soit à la fois
contextualisée, personnalisée, interactive et continue. Continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le matin, tu es sur ton vélo, dans le RER et que le soir, tu prends ta voiture, tu auras Magellan dans ta poche et qui sera le fil rouge de ton expérience. Voilà, c'est ça qui va se passer et c'est pour ça que ce, ce- cette- le fait de repenser totalement l'expérience à bord, c'est clé. Alors, pourquoi l'audio à l'intérieur? Pour une raison très simple, c'est que l'audio, c'est le premier sens. On entend avant de naître. Il faut jamais oublier ça. Et donc, l'audio, c'est le sens le plus développé chez l'homme. Et quand tu es en voiture, c'est le sens, parce que tu as les mains sur le volant, on pourra parler de la voiture autonome après, mais c'est à l'audio que, que tu peux passer des commandes, commander ta voiture et que tu peux écouter du contenu. Donc en fait, l'audio, c'est vraiment le média génial, le médium principal pour avoir une super expérience à bord. Et là, pareil, quand tu es un particulier, tu vas écouter des podcasts, tu vas voilà, avoir tout un tas de contenus. Puis quand tu es un professionnel, ben, les formations, par exemple, tu vas pouvoir utiliser chaque temps en voiture pour te former, ou préparer une réunion. Voilà. Et donc, cette révolution, elle est absolument fondamentale. Elle est très grosse en termes de business. Et nous, on va être un champion. On va être le champion de ça. Yes. Pourquoi racheter Magellan et pas, par exemple, en termes de contenu, c'est clair qu'ils ont une certaine audience, mais il y a d'autres acteurs, même en francophonie et en France, qui ont de plus grosses audiences justement que Magellan. Est-ce que ça aurait pas été intéressant d'aller justement tu vois, un petit peu comme ce qu'ils, je sais pas si tu avais entendu parler pour Spotify et Joe Rogan qui a, Ouais. qui- Alors, pourquoi faire une acquisition et pourquoi Magellan? Il y a toujours deux questions. ouais. Le pourquoi une acquisition, c'est tout simplement parce que à partir du moment où tu vois une opportunité, donc ça, cette possibilité d'être le champion de l'audiomobilité, après, il faut aller le plus rapidement possible. Et pour aller le plus rapidement possible, tu ne le fais pas seul. Et ça, c'est un principe cardinal. C'est que dès que tu peux aller rapidement vers une opportunité, il faut y aller. Donc, le pourquoi une acquisition, c'est ça. C'est qu'on a vu cette opportunité. Mhm. Je crois qu'on fait partie des pionniers mondiaux du sujet parce que depuis le 2018, on travaille là-dessus. Mhm. Donc, on a appris plein de trucs, et plein de trucs qu'on a appris, des trucs qu'on a essayé de faire qui ne marchaient pas, etc. Mais c'est ça le Mhm. principe de l'apprentissage. Donc, une acquisition pour aller plus vite. Et pourquoi Magellan? Alors là, il y avait vraiment une, euh, une logique absolue à tous les niveaux. Un d'abord, et c'est la base, c'est d'avoir une bonne chimie avec le management. Moi, je connaissais un peu Mathieu Gallet, qui m'a été présenté il y a quelques années par Laurent Guimier, et Mhm. on s'est tout de suite bien entendu. Je ne connaissais pas du tout Arthur Perticose, qui est le cofondateur de Magellan. Je crois qu'il gère la technique. Ouais, le produit, la techno, un mec incroyable, qui est avec nous comme senior product advisor. Mathieu est à la fois le directeur général de Magellan et il a pris la présidence du conseil d'administration. Moi, jusque-là, j'étais président directeur général et on a dissocié la présidence du board, Mhm. très anglo-saxon, et moi, je suis le premier actionnaire et le patron opérationnel. Mais donc, première chose, la chimie avec des talents. Deuxièmement, le fait qu'en termes de technologie, ils ont développé beaucoup de choses et donc ça nous fait gagner un temps fou. Et là, on le voit, tu vois, on commence à travailler sur des projets avec des gros constructeurs automobiles. Le fait que nous, on avait cette intuition-là, une partie du savoir-faire et eux, un savoir-faire complémentaire, fait qu'on est en train d'aller très très vite sur le sujet. Mhm. Donc, la chimie managériale, la technologie, les contenus, l'ensemble des équipes et la marque. Quand tu veux, quand ta promesse est de dire que chaque voyage va être l'occasion, ou de façon personnelle ou professionnelle, de découvrir quelque chose, quand tu t'appelles Magellan, ça peut pas être mieux. Ah, c'est clair. Ouais, c'est vrai quand j'y pense là, à l'instant Magellan, là, tu rentres directement dans. C'est un sens total. Donc, pour nous, il n'y avait pas meilleure acquisition que Magellan. D'ailleurs, on a parlé d'autres choses. Quand on a su qu'il y avait cette opportunité,
voilà, on s'est concentré là-dessus. Ce qu'on a dit publiquement, c'est que c'est une première acquisition parce qu'on est ambitieux Mhm. et on aura d'autres projets dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait d'autres, je sais pas si je vais dire créateurs de contenu qui, même si c'est intéressant, comme tu l'as dit, d'associer le contenu et la technologie, ça n'exclut pas d'aller. Ah bah, il y aura d'autres acquisitions, mais on est plutôt sur les sujets technologiques que de contenu. Aujourd'hui, en termes de contenu, Mhm. alors c'est très présomptueux de ma part, mais entre les équipes de TX et les équipes de Magellan, on a déjà les équipes fantastiques. Donc notre priorité, c'est pas de renforcer la partie contenu avec des acquisitions. On a déjà Mhm. une équipe fantastique. Mhm. Euh, c'est de dire, je prends un exemple qui est l'exemple de la monétisation. Ça, c'est un sujet sur lequel, tiens, on se dit, à terme, ça aura un intérêt. Après, tu as plein de façons de faire. Justement, aussi, il faut parler de monétisation du contenu. Ce serait quoi ça permet de rentrer justement dans la technologie. Je sais qu'il y a des trucs qui se font déjà avec des plateformes comme, je crois, ART19, un truc comme ça, Bah, en fait, si tu veux, sur le comment se fait la monétisation du contenu dans la voiture, par exemple. dynamique. Ouais. Prenons cet exemple-là. Bon, en amont, tu as le constructeur automobile. Pourquoi il va vouloir mettre massivement du contenu dans la voiture? Parce que ça va lui permettre de vendre son modèle, que ce soit un modèle grand public ou utilitaire, plus cher. Et deux, ça va être ce qu'on appelle la préférence de marque. Parce qu'il y aura Magellan dans la voiture, tu auras plus envie d'acheter ce produit-là. Donc ça, c'est en amont les deux raisons de fond qui vont donner envie de faire ça. Et puis, en aval, comment est-ce que le constructeur automobile et nous, on va gagner de l'argent? Tu auras d'une façon ou d'une autre un abonnement. Alors peut-être que l'abonnement, les 6 premiers mois, ils seront peut-être dans le prix de vente du modèle. Mais tu auras un abonnement. De la même façon que Netflix, c'est un abonnement et de la publicité, tu auras très probablement une forme de monétisation publicitaire. Et trois, de l'affiliation. Parce que si tu t'abonnes, je sais pas, à l'usine nouvelle, parce que tu as un abonnement professionnel à Magellan et que tu as découvert quelques contenus de l'usine nouvelle et que tu as envie de t'abonner à l'usine nouvelle, et ben voilà. Donc c'est ça le business model et c'est là où la monétisation est importante et que les technologies de monétisation permettent deux choses. D'une part, d'avoir beaucoup de data, évidemment en étant respectueux du RGPD. Hein. L'Europe est très en avance là-dessus et tant mieux, parce que ça va permettre aux entreprises européennes d'être les meilleures en la matière. Donc cette data, elle va avoir beaucoup d'intérêt. Et puis, les 5 ans qu'un particulier passe dans une voiture ou les 15 ans qu'un professionnel, ça, tu imagines bien qu'en termes de monétisation du temps d'attention, de monétisation publicitaire, ça a énormément de valeur. Donc, voilà, la monétisation, c'est ça. Et c'est pour ça que nous, on croit beaucoup au triptyque production, diffusion, monétisation. C'est ça la vision qu'on a. Yes. Pour ce qui concerne justement le text-to-speech, c'est quelque chose que vous faites en interne ou c'est des trucs que vous Alors, récupérez à l'extérieur? très bonne question. Donc, le text-to-speech, d'abord, c'est quoi? C'est technologiquement, il faut d'abord que depuis très très longtemps, l'homme veut essayer technologiquement d'imiter la voix humaine. On Mhm. pourra en parler peut-être, mais j'ai repris des écoles à l'école polytechnique, des études à l'école polytechnique, et je Ouais. prépare un rapport, ce qu'ils appellent un state of the art rapport, là-dessus, sur l'évolution des voix de synthèse. Et tu t'aperçois qu'il y a eu une speaking machine qui vient du XVIIIe siècle. Donc ça fait très très longtemps, en fait, Ah ouais. que l'homme essaye de reproduire la voix. Il y a eu plein d'évolutions technologiques, mais si on résume, effectivement, aujourd'hui, technologiquement, et à un niveau de qualité absolument incroyable, tu transformes du texte en voix et en 100 langues et accents. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Alors, pour répondre à ta question, nous, en fait, ce que l'on fait, on est agnostique. C'est qu'en fait, on sait élever des voix, améliorer la qualité des voix et surtout les mettre au cœur d'une expérience. Donc, en fait, les voix, on les choisit sur étagère et puis après, on les fait progresser. Donc là, en l'occurrence, en ce moment, on considère que les voix Microsoft sont de très, très grande qualité. Et donc, en fait, dans la plateforme TX Revolution, les voix de base, on va dire, sont des voix Microsoft. Et en revanche, en amont et en aval, on apporte énormément de valeur ajoutée qui font que
Si tu es une personne physique individuelle, bah, tu vas aller chez Microsoft ou chez Google prendre une voix de synthèse et ça Mhm. sera super pour ton usage personnel. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Mais si tu veux un usage professionnel, comme toujours, tu vas vouloir vraiment une approche plus sophistiquée, plus premium. Et Mhm. ça, c'est ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ça notre point. Et après, si nos clients veulent utiliser faire de l'audio de synthèse avec nous, ils ont deux façons de le faire. Soit ils utilisent ce qu'on appelle notre studio. Donc en fait, c'est une plateforme et à la main, tu vas pouvoir faire ta newsletter, un certain nombre de choses. Mais après, si tu veux industrialiser, comme le Figaro, faire en sorte que 100% de tes contenus soient en audio, là, en fait, on utilise ce qu'on appelle une API ou du scrapping et qui fait que industriellement, 100% des contenus d'un client texte peuvent se retrouver à l'audio et en plus en plusieurs langues. Et c'est ça qui est fondamental dans cette. C'est incroyable ce que tu es en train de dire là, Ah ouais, franchement. mais c'est la révolution industrielle. Et c'est vraiment, et là je le dis à tes auditeurs, c'est quelque chose de très, très important. Moi j'appelle ça, alors, tu vois, dans mes travaux à l'École Polytechnique de Paris, j'ai un rapport à faire. J'ai un rapport à faire, et donc j'ai choisi le sujet des voies de synthèse. Et j'ai appelé ça du test de Turing à la société de la vraisemblance. Tu sais, le test de Turing, il a été fait dans les années 50, consiste à dire, lui, c'est le père de l'informatique, et il disait un jour, la technologie sera tellement bonne qu'on aura du mal à dissocier la voix humaine de la voix de synthèse. Moi, ce que je crois, c'est que en termes de qualité de restitution, il avait raison. En termes d'intelligence, je reste absolument persuadé que c'est toujours l'homme qui aura le dernier mot. Et pourquoi est-ce que je parle de société de la vraisemblance? C'est un concept que je développe, que j'ai inventé, que je développe dans ce SOTA Report, parce que l'idée de la vraisemblance, c'est quoi? C'est de dire que finalement, la qualité de voix de synthèse est tellement incroyable et va se développer tellement partout que cette société de la vraisemblance va très fortement se développer. Ce qui, à mon avis, présente d'abord de nombreux avantages, parce que tu peux accéder à l'information. Et si on prend l'exemple à la fois de l'Afrique, si on prend l'exemple des seniors, si on prend l'exemple des enfants, si on prend l'exemple des gens en situation de mobilité, partout, en fait, ça va permettre d'accroître l'accès à l'information, d'accroître l'accès au savoir. C'est donc cette révolution industrielle, elle est fondamentale. Donc, à mon avis, très, très positive en termes d'usage pour les consommateurs et les citoyens du monde entier, formidablement motivante en termes de business aussi. Mais attention, attention, cette société de la vraisemblance, elle demande des garde-fous parce elle peut avoir des risques. Pourquoi? Il y a quelques années, tu as le directeur financier d'une entreprise suisse, très respectable, je ne vais pas donner son nom, qui reçoit un appel, il considère que c'est son patron, et il fait un virement, je ne sais plus, de 200 ou Ah ouais. 250 000 euros. Deep voice. Et en fait, fake voice. Donc là, il y a des risques, en fait. Tu as des risques d'imiter des voix. Donc là, en l'occurrence, pour détourner de l'argent. Mais si tu l'appliques sur le champ politique, imagine les risques. Un faux discours d'un dirigeant politique, tu peux déclencher une guerre. Mm, mm. Et je ne parle même pas des choses personnelles où tu imagines tout ce que tu peux faire comme manipulation. Donc oui, cette société de la vraisemblance est, à mon avis, fantastique euh, sur le plan, euh, sur le plan sociétal, Mhm. fantastique sur le plan business, mais comme toujours, il faut être vigilant et il faut des garde-fous. J'ai vu qu'il y a un expert qui s'appelle Serge Tisseron qui demande finalement une sorte de charte de régulation. Et moi, je suis absolument d'accord avec ça. Et moi, ce que je dis d'ailleurs à nos clients qui utilisent les voix de synthèse, je leur dis surtout, la première chose, il faut discloser le fait que c'est une voix de synthèse. Pourquoi? D'abord, pour une raison éthique fondamentale. On ne ment pas. Puisque c'est une voix de synthèse, on dit que ce texte est dit par une voix de synthèse. Comme ça, tu le sais, et c'est extrêmement important. Donc d'abord, l'argument éthique est majeur. Et par ailleurs, ça tombe bien, je crois aussi que sur le plan marketing, c'est formidable. Pourquoi? Parce que les qualités sont absolument incroyables. Je l'ai dit, depuis août 2020, on considère que on est passé de l'ère de la qualité servicielle à la qualité informationnelle. Et puis le troisième niveau, ça sera vraiment un niveau
émotionnel, ça commence. Bon. Mais quand tu rentres dans cette ère informationnelle, il y aura toujours des imperfections des voies de synthèse. Toujours. Mais si on te dit que c'est une voie de synthèse, éthiquement, tu dis, OK, c'est bien, la personne qui me dit ça me rassure. Et deux, tu te dis, mais c'est génial en fait. Alors que si on t'a pas dit que c'est une voie de synthèse, tu aurais pu dire, tiens, il y a un risque de manipulation. Ouais. Et deux, il y a des imperfections. Donc je pense que tout le monde a absolument intérêt à être absolument transparent. Mm. Et c'est fondamental parce que voilà, cette société de la vraisemblance, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est un changement tout à fait spectaculaire. Mais comme toujours, pas de naïveté, la vigilance et donc il faut des règles dans la mise en œuvre. C'est ce qui favorisera la réussite de cette société de la vraisemblance. Yes. Avant qu'on aille sur les questions de fin, tu connais Hugging Face? Non. Ils sont français en plus, je crois qu'ils sont maintenant une licorne, ils ont fait une levée dernièrement de 100 millions. Ils ont aussi développé une tech comme ça qui permet, j'ai même testé ça avec du texte, de transformer, non, c'est plutôt l'inverse, la voix en texte, c'est plutôt la voix Ouais. en texte. Ouais, ouais. Alors oui, j'ai situé. Ouais, ben là, en fait, tu as plusieurs mouvements qui sont en train d'arriver autour de ça. Et il faut que tu saches que ce que j'appellerais l'école française de l'audio est très très forte. Il y a beaucoup de spécialistes. L'IRCAM est l'une des équipes de recherche les plus fortes au monde en matière d'audio. La semaine du son a été inventée en France et c'est devenu je crois que c'est l'UNESCO qui est partenaire. Ça se développe dans le monde entier. Il y a eu même un projet à un moment, je trouvais ça génial, de vouloir faire sur le modèle des expositions internationales, des expositions universelles, une exposition internationale du son. La France je pense, a beaucoup d'avance et beaucoup d'atouts pour être un acteur mondial en matière d'audio et de technologie. Donc, plus il y aura d'acteurs, mieux ça sera. Intéressant. C'est quoi les choses les plus difficiles de ta vie, de ton job? C'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui te... Bah, c'est le fait d'obtenir des résultats, de concrétiser les intuitions que j'ai et la volonté que j'ai de faire réussir l'entreprise. Ça, c'est la concrétisation, c'est toujours la chose la plus difficile. Mais tu ne le réussis pas seul. Tu le réussis en ayant autour de toi des super talents et un super état d'esprit. C'est vraiment les deux choses qui sont fondamentales. Et c'est pour ça, j'en parlais tout à l'heure, que moi, je crois beaucoup à l'analogie entre la permaculture et le management. La permaculture, c'est quoi? C'est de dire que sur un petit espace, plus au départ, c'est planter des salades, des choux, des carottes. Et en fait, la France, les maraîchers de Paris au 19e siècle ont inventé le fait que plus tu mélanges sur un petit espace des espèces, mieux ça marche et de façon totalement naturelle. Et c'est pour ça, moi j'ai vu le documentaire Demain sur la révolution écologique et dedans, tu avais un passage sur la ferme du Bec et Loing, qui est une référence mondiale en matière de permaculture. J'ai été foudroyé. J'ai vu ça dans un vol New York-Paris. J'ai été foudroyé par ce passage. Et je me suis dit, mais en fait, cette permaculture, cette analogie avec la permaculture, c'est un truc extraordinairement inspirant. Qu'est-ce qu'on en a fait depuis? On a développé toute une philosophie du moins différemment mieux, qui est à la fois une philosophie éditoriale, qui est une philosophie managériale. C'est pour ça que j'ai donné les actions à l'équipe, parce que je veux que chaque personne chez nous ait Tout le monde ou 100% dès de que tu rejoins l'équipe, 100% de l'équipe. Alors, ça, je l'ai fait il y a 2 ans, mais j'ai proposé à 100% de l'équipe d'avoir des actions parce que je veux que chacun se sente propriétaire, se sente encore plus investi. Et il y a un état d'esprit magnifique dans cette entreprise. Mais en plus, j'ai donné 1% à la fondation EPIC, présidée par Alexandre Mars et Myriam Van Der Elst. tu me dis ce que c'est rapidement? La fondation EPIC, en fait, c'est une fondation qui aide des projets associatifs un peu partout. Et eux, ils sont là pour les financer. Et moi, je trouve que ce qu'ils font est formidable. Et je considère que si j'espère que je vais bien réussir. Et si c'est le cas,
évidemment, ma famille sera la première bénéficiaire parce que je suis le premier actionnaire de l'entreprise. Mais je veux que les collaborateurs d'ETX et ETX Magellan aujourd'hui en profitent, mais aussi que des gens que je ne connais pas, mais qui sont valeureux pour plein de raisons, qui ont été repérés par la Fondation EPIC, profitent de cet argent gagné. Et parce que je crois beaucoup à ça. Là, on parle pas du bénéfice, on parle du chiffre d'affaires. Donc, c'est encore plus engageant, Oui, quoi. mais là, ouais, c'est même plus important que ça, puisque ce sont des actions. Donc, si un jour la société est vendue ou si elle est en bourse, elle aura une valeur et les collaborateurs et la Fondation EPIC auront de l'argent. Et en même temps, euh, euh, seul l'avenir dira si on réussit. Mais en tout cas, je suis convaincu d'une chose, c'est le fait de partager. C'est un facteur clé de succès. Je crois beaucoup, beaucoup à ça. Et donc, je l'ai dit, éditorialement, cette philosophie du moins différemment mieux, elle est très importante. Managérialement, donc j'ai donné des actions. Et puis même les bureaux de TX sont organisés comme une ferme de permaculture. Une ferme de permaculture, le principe, c'est que chaque espace a une fonction. Donc nous, je t'invite à venir voir. Mhm. Tu as un espace qui est un espace de co-création. Tu as un espace qui est un espace de réflexion. Quand tu rentres dans cette salle, au mur, on a mis une ambiance bibliothèque universitaire. Tu as des livres. Oh, ça Tu donne rentres, envie, ouais. tu rentres là-dedans, c'est silence. Parce que dans une journée, qui que tu sois, patron de la boîte, à la comptabilité, journaliste, à la technologie, tu peux avoir besoin d'être très, très concentré, d'être en silence. Il y a une zone de production. Nous, depuis le début, on a toujours été très télétravail. Et ça, c'est vraiment important. Donc, aujourd'hui, on est 50-50 entre chez soi et en télétravail. On est même une entreprise distribuée. Beaucoup de personnes de la technologie habitent ailleurs Mm. qu'à. C'est combien de personnes à peu près aujourd'hui? En fait, en tout, on est 120 entre 120. TX et Magellan. Et voilà. Et je crois profondément à ça. Mais en même temps, seul l'avenir dira si on réussit, hein. Là-dessus, il faut être d'une modestie absolue. Yes. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Tu vas me dire, D'abord, en allant à l'école, t'es reparti à non, Polytechnique, là. ouais, non, mais d'abord pour progresser, moi je crois à trois choses. D'abord, je crois à l'observation. Moi, je suis une éponge, donc je crois être assez curieux de nature. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans plein de domaines. J'observe, j'écoute les gens au café, partout. Voilà, première observation, premier élément, c'est l'observation. Le deuxième, c'est l'information. Et le troisième, c'est la formation. Alors ça, c'est très récent, effectivement. J'ai eu une chance incroyable. J'ai 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 décidé de repartir sur les bancs de l'école. Et j'ai été pris à l'Executive Master de l'École Polytechnique de Paris, l'IX, qui est effectivement la plus C'est un grande. gros coup de pression que tu mets aux gens d'un certain âge, là. C'est la plus grande école scientifique française et je crois que tu es vraiment dans les meilleurs Ouais. classements mondiaux des, C'est sur concours? Comment t'es alors, en pris? fait, c'est pas un concours, mais en fait, tu as un process de sélection. Je crois qu'ils ont reçu, ils prennent 36 personnes tous les ans. Je crois qu'ils reçoivent des centaines de candidatures. J'imagine. Et puis, tu as un process, tu as, un oral, il faut faire un dossier un peu solide, etc. Bon, bref. Et j'ai été pris. Il faut savoir que c'est un gros investissement, hein, c'est beaucoup d'argent. Mhm. Et j'ai fait un prêt étudiant. Voilà, pour Ça ça. marche encore? Ouais, bah, bien sûr, parce que je suis étudiant, j'ai une carte d'étudiant. Non. Et je suis allé voir mon board et je leur ai dit voilà, je suis pris à l'X. C'est 4 jours par mois pendant 14 mois. Ça peut être fantastique pour ETX parce qu'en plus, mon objectif, c'était que mon projet de contenu dans la voiture soit un peu incubé, entre guillemets, par le projet. Et notre projet a été sélectionné. Je travaille avec 3 camarades, Mona, Franco et Nicolas là-dessus. Donc, tous les mardis, on travaille ensemble. Je te l'ai dit, je fais un rapport sur les voies de synthèse. Donc, voilà. Et donc, je suis allé voir le board en disant voilà, je suis pris à l'X, je compte le faire. C'est un gros investissement, hein, c'est quasiment 80 000 euros de mémoire. Hein, donc, c'est un énorme truc. Ah, ça pique. J'ai fait un prêt étudiant et je leur ai dit, j'ai dit au board voilà, si dans les 3 prochaines années, il y a une accélération très forte et qu'on crée vraiment bien de la valeur chez ETX, à ce moment-là, ben, ETX me remboursera. Et je trouve que c'est bien parce que c'est voilà, c'est une prise de risque de ma part et c'est fantastique. Vraiment, j'encourage. Stratégique en même temps. Parce que je trouve derrière, si ça prend, parce qu'il ne faut pas regarder le côté négatif, si derrière il y a l'intuition justement est validée,
bah, il n'y a pas de limite, quoi. Mais je peux te dire que vraiment, j'encourage tout le monde à faire ça, l'X ou pas l'X, peu importe. Mais moi, Formation je suis continue. très privilégié d'être à l'X. Mais ce qui est génial, c'est quoi? Un, la qualité des cours. Le fait Mmh. tous les mois d'être exposé. Bon, donc ça, c'est déjà fantastique. Et évidemment, quand tu es à l'X, tu es super bien servi. Deuxièmement, le fait que dans la promo, on est 36, tu as 12 ou 13 nationalités, tu as des gens incroyables. Mmh. Franco, c'est un expert nucléaire, un expert du nucléaire à l'OCDE. Tu as, Alain, il est à la Commission européenne. Nicolas, c'est un entrepreneur. Mona, c'est une chef de projet incroyable. Bref, tu as Pierre qui est un chirurgien. Bref, je ne peux pas tous les citer, Waouh. ils vont m'en vouloir. Mais tu as des profils de dingue. Et comme ils ont tous de l'expérience, alors je crois que ça doit aller de peut-être 38 ou 40 ans à 60. Bon, l'âge moyen doit être à 40 ou 42. Mais ils ont tous des profils incroyables. Donc dès que tu parles à la pause ou dans un cours avec quelqu'un, tu apprends quelque chose. Et puis, le fait de reprendre des études comme ça donne confiance. Alors, ça te met une pression de dingue parce que c'est un Mmh. boulot de dingue. Toi, là, je vais passer le week-end à travailler pour l'X. Mais ça te donne confiance, ça te donne Un de gros l'énergie. cocktail d'intelligence, ce Voilà. truc-là. Et vraiment là-dessus, j'encourage chacun, et je crois vraiment que ce triptyque euh, de, euh, de, euh, euh, de l'information, de la formation, et puis voilà, cette curiosité, tu peux apprendre au bout de la rue, en regardant, en écoutant les gens. La rue, c'est, à mon avis, la première et la meilleure des universités. Mais si vous avez la chance, remettez-vous en question, mettez-vous en danger. Ça me paraît super important. Et voilà, moi, j'ai la chance de vivre ça et c'est bouleversant. Yes. Tu aurais quelque chose à nous partager sur tu aurais un regret à nous partager, ce qui est partageable, hein? Est-ce que tu as un regret? Bah, moi, j'ai 2 regrets. Peut-être le premier, c'est qu'évidemment, quand tu es un entrepreneur hyper actif comme moi, tu consacres pas assez de temps à ta famille. Et ça, c'est un regret évident pour moi. Et je crois d'ailleurs que la génération des nouveaux entrepreneurs, plus jeunes, sont bien meilleurs que moi. Là-dessus, je suis hyper impressionné par le fait qu'ils arrivent super bien à compartimenter leur vie professionnelle, leur vie personnelle, et que la vie professionnelle n'entame pas trop la vie personnelle. Donc, j'ai ce regret-là. Mmh. Moi, j'ai 4 filles fantastiques. Voilà, j'aurais probablement pas consacré assez de temps. La deuxième chose, l'autre regret, c'est que, alors, peut-être que dans le passé, j'ai pas assez cru à mes intuitions. Heu heu, Là, en l'occurrence, je crois que, avec ETX et Magellan, je vais réussir cet alignement le plus parfait possible entre le fait d'avoir une intuition et d'avoir suffisamment confiance en moi pour accélérer à fond. Tu vois, dans le passé, voilà, peut-être que 2 ou 3 fois, j'aurais dû, Tu avais des réserves? ouais, voilà, je me dis dans le passé, j'aurais pu faire mieux sur plein de domaines professionnels. Et là, je crois qu'on est en train de réussir un truc exceptionnel. Mais pour ça, il faut revenir, il faut que j'ai la chance d'être invité dans 3 ans pour que je te raconte si ça marchait. Ça sera avec plaisir. Concernant le premier point, moi, j'ai écouté, Tony Parker dans un podcast qui dit à peu près bon, c'est vrai qu'il doit avoir peut-être 5 ans ou 7 ans de moins que toi. Il est en tout cas, je crois qu'il doit être à peut-être 42, 43 ans. Il dit que pour ses enfants, c'est vrai qu'il a passé très peu de temps avec ses enfants par rapport à sa carrière, qui est très exigeante, beaucoup d'entraînement. Mais par contre, il parle de moments de qualité. Moi, je j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas ce que c'est, mais je me demande, est-ce que c'est pas, quelque chose un point OK, aussi? Ah, OK, bien je sûr. passe pas beaucoup de temps avec mes enfants, mais le temps que je passe avec mes enfants, c'est d'une qualité, on parle pas de, juste être là comme ça, H24 avec ses enfants, mais avec, devant son écran ou devant son téléphone, quoi. C'est vraiment tu es avec eux, c'est à fond. C'est un petit moment, mais c'est des moments d'extrême qualité, quoi. Oui, mais ça, j'ai eu la chance. J'ai eu et j'ai la chance d'avoir ça. Bien sûr, tu as raison. Euh, Ça, c'est pas propre Je aux. dis parce qu'il y a C'est, plein de c'est- papas qui culpabilisent. Je comprends, hein, Ouais, mais j'ai ouais, l'impression c'est que pas propre aux entrepreneurs, mais tu as raison.
le fait d'avoir des discussions avec tes enfants d'abord des sujets de société. Moi, j'ai 4 filles qui sont passionnées par les évolutions sociétales. Donc, on a des discussions fortes autour de ça. Mhm. Les réflexions sur les études, c'est important. Et puis après, sur la vie elle-même. Donc oui, tu as raison. L'intensité, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est vrai. Après, il faut avoir la disponibilité. Et donc ça, c'est vraiment euh, prendre conscience de ça et, euh, et bien gérer ses priorités. Parce que alors là, pour le coup, il faut pas se tromper. Il n'y a rien de plus important que ça, que tes proches. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, récemment, je pense, voilà, et grâce à mon entourage proche, je crois, progresser et j'arrive, tu vois, là, voilà, quand je suis parti euh, quelques ou 15 jours en vacances cet été, j'ai beaucoup mieux coupé que je ne l'ai probablement jamais fait. Ça, c'est parce que voilà, c'est l'entourage, l'évolution de ta vie, tu prends conscience de ça. Et voilà, donc là-dessus aussi, ça, c'est la maturité aussi. Et puis, Mm. puis les rencontres de la vie qui font ça. Voilà. Yes. Bah, pour revenir sur un truc un peu plus punch, c'est quoi ta plus grande fierté? Mes filles et, Ah. et, et, euh, et ce que je crois qu'on est en train de faire avec TX Magellan, parce que je crois qu'on va vraiment faire un champion européen de l'audiomobilité. Et je pense que pour les gens, on peut vraiment transformer la vie des gens avec la société de la vraisemblance dont je parlais tout à l'heure. On peut faire une super boîte. Donc, toi, je pense qu'on peut apporter collectivement quelque chose, une très belle boîte à la France. Et puis, par ailleurs, plus égoïstement, pour nos actionnaires, qu'ils soient des entreprises ou individuels, euh, ben, une vraie satisfaction. Moi, je, je cours pas du tout pour l'argent, mais je pars du principe que si on travaille bien, L'argent est une conséquence. on sera récompensé. Et voilà. Mais ça, il y a au moins encore 3 ans de travail là-dessus. Mais je crois vraiment que TX Magellan pourra devenir un gros motif de fierté. Yes. T'aurais un bouquin à nous recommander, Jérôme? Alors écoute, alors c'est marrant parce que je suis en train de lire pas mal de choses. Alors là, je suis plutôt dans des lectures plutôt techniques, mais j'ai lu Mhm. l'autre jour, il y a quelques semaines, un livre qui m'a beaucoup frappé, qui est Le sens de la vie de Romain Gary, qui est en fait la restitution d'une interview qu'il a faite à Radio-Canada, je crois. Et j'ai été absolument marqué par ce livre qui raconte finalement ce mélange de siècles bouleversés. Tu sais, il est russe, euh, famille de l'Est. Sa mère voulait absolument quitter les pays de l'Est, aller en France. Elle a eu un amour de son fils absolument incroyable, alors qu'on est en pleine guerre, c'est un bordel sans nom. Donc, je trouve que Romain Gary est un personnage, et donc ses livres, très, très inspirants, à la fois par son parcours personnel, euh, son talent d'écrivain, dont je rappelle par ailleurs qu'il a eu 2 fois le Goncourt Mm. sous son nom et sous celui d'Émile Ajar. Donc je trouve que c'est un personnage et le sens de la vie, mais après il y a d'autres choses qu'il a écrites. Et en même temps, je suis un lecteur modeste, donc je n'aurais absolument pas la prétention d'étaler une quelconque grande culture que je n'ai pas. Voilà. Non, pas exagéré non plus. Il y a toujours quelque chose à partager, en tout cas. Le peu que tu connais, bah, ça aide celui qui n'a Voilà, non mais quasi. donc ça, et non, je voulais te remercier et dire aussi, je voulais conclure sur un point, c'est que on parlait de Toulouse, donc évidemment, j'espère que le Stade toulousain va faire une grande saison. Non, il y a un point qui me paraît important pour la France, c'est que les Jeux Olympiques vont être organisés à Paris et par la France en 2024. Je dis par la France parce que il faut jamais oublier que le surf va être à Tahiti, ce qui permet de prouver que la France est un pays universel. Ça, c'est quand même En réalité, c'est le pays le plus grand du monde, quoi. mais Si oui, tu tiens compte de tout, voilà, c'est un tout pays est petit. qui a une forme d'universalité que je trouve géniale. Et voilà, c'est de dire à la fois aux Français
Je trouve que ayons conscience de la chance géniale que l'on a d'avoir ça, et puis encourager à la fois les athlètes qui se préparent pour ça, et puis ceux qui nous écoutent, de se dire qu'il y aura un grand rendez-vous à Paris en 2024. Et moi, je trouve ça ultra motivant. Je crois d'ailleurs au passage que Paris pourrait devenir une ville, là c'est un peu un appel que je lance, mais une ville audio augmentée, parce que l'audio pourrait être au cœur justement de l'expérience pour tous les touristes du monde entier qui, Je le pense aussi. qui viendront à Paris, qui, après Toulouse, est la plus belle ville du monde. Yes. Après tout, là, tu vas te faire des... Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Bah, moi, je parlais de la permaculture tout à l'heure. Je crois beaucoup à cette idée, à cette société, du moins différemment, mieux. Je pense qu'on doit être obsédé par ça, et que chacun, personnellement, collectivement, on peut être porteur de cette société du moins différemment mieux. Deuxièmement, philosophiquement, je crois que le mieux on mélange, mieux ça pousse. C'est vraiment quelque chose de super inspirant. Et puis je terminerai par ma devise personnelle, qui est que le hasard est l'expression la plus aboutie de la volonté. Voilà, moi, je me suis inventé cette devise à laquelle je crois beaucoup, et qui est un mélange du fait qu'il faut être curieux de tout, avoir euh, confiance dans la vie, et savoir voir les opportunités et les déclencher. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Que l'on naisse puissant, ou que l'on naisse humble, même s'il y a plein de freins pour les plus modestes, je crois vraiment à cette devise. Et voilà, le mix d'intuition, de confiance. Et après, moi, je considère que c'est la responsabilité des politiques de faire en sorte de donner à chacun sa chance. Ça, c'est vraiment un truc super important. Et je reboucle là-dessus. C'est pour ça que, à mon petit niveau, j'ai donné les actions dans la boîte, j'ai donné à la Fondation EPIC. Je crois que chacun, et je trouve que plus on est privilégié, plus on doit jouer son rôle de locomotive. Ça, c'est, à mon avis, fondamental. Et c'est ça le boulot des entrepreneurs aussi. C'est d'apporter des idées, de changer la vie des gens, à la fois utilisateurs et ceux qui sont avec toi dans l'aventure. Voilà. On te contacte où, Jérôme? Je peux te donner mon mail. T'es sûr que tu veux mettre ça en public? Ouais. Bon, sinon, en tout cas, contactez-moi LinkedIn? sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà. Mais en tout cas, mais c'est un point. Moi, de temps en temps, je suis sollicité pour rencontrer des gens, etc. J'essaie de le faire au maximum. Maximum. Alors, parfois, c'est un quart d'heure, une demi-heure, une heure, tu vois. Mais moi, j'ai été dans la vie, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert la voie. Mhm. Et je pense là aussi que chacun, on a cette responsabilité-là d'essayer d'être locomotive d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, c'est super important. Et moi, je suis très attaché à ça. Jérôme, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? C'est quelqu'un qui ne lâche jamais rien. Quelqu'un qui lâche jamais rien, que ce soit les difficultés personnelles, professionnelles, et qui, évidemment, en respectant les règles du jeu, arrive à avancer. Et je dois dire que ça me fait penser à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui disait que j'étais, c'est un démerdard, il y arrivera toujours. Et voilà, je crois beaucoup voilà, à la volonté. Ça, je crois que c'est important. J'ai dit l'intuition. Et en même temps, il faut être lucide sur le fait qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Voilà, il y a des gens qui peuvent avoir des contraintes, etc. Il ne faut pas les juger, il faut les aider. Mais quand on a la chance d'être, j'ai envie de dire, en bonne santé, ce qui est l'élément de base, et d'avoir plus ou moins de facultés, pour moi, le message, ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est vous êtes très privilégiés. Donc, finalement, vous devez, quels que soient les choix professionnels que vous ferez, mais d'essayer d'être des locomotives, parce que finalement, c'est ça la responsabilité de chacun.
Et moi, je crois beaucoup à ça. Bah, je te remercie, Jérôme, pour déjà ta bienveillance, ton partage, ta transparence aussi, parce que tu as partagé plein de trucs parfois à la limite du off, euh, toujours pour permettre à chacun de nous de se faire sa propre idée et de grandir. J'ai vraiment hâte de suivre tout ça de près. J'y crois fort. Moi, je suis podcasteur, donc je ne peux que plaider pour ma parole. Je crois en la voix, je crois en la puissance de la voix. J'ai appris aussi que la voix a une puissance dans l'écosystème de l'automobile grâce à toi aujourd'hui. Et puis, merci. Merci à toi. À bientôt. À très vite.